Voilà, donc comme je l'ai expliqué juste avant la pause, on va voir au niveau conceptuel comment améliorer cette catégorie B mode 2 qui était simplement donnée par les couples de morphismes. Et la notion cruciale, c'est une notion qui en fait avait été introduite par Godman pour la théorie des faisceaux. Comment? Ah, tu dis? Dans l'appendice de son livre, voilà, sur la théorie des faisceaux. Et pendant longtemps, c'est une notion qui a eu un nom des plus bizarres. Enfin, j'ai rien à dire puisqu'on parle de triplet spectral. Mais en anglais, ça s'appelait triple et co-triple. Donc, en fait, c'est une notion qui est très intéressante. Et une des raisons fondamentales pour laquelle elle est intéressante, c'est son rôle dans la théorie des topos. C'est le fait que dans la théorie des topos, elle permet justement de factoriser un morphisme géométrique en une inclusion composée avec une autre flèche. Mais cette autre flèche, pour la construire, il faut utiliser la catégorie d'Eilenberg-Moore pour une comonade. Et donc, en gros, ce qui s'est produit, c'est que c'est facile de voir que lorsqu'on a un couple de foncteurs adjoints, F et G, donc lorsque vous avez, je recommence avec le homme, vous avez homme de F de A, B, qui est la même chose que homme de A, F de B, G de B. Quand vous avez un couple de foncteurs comme ça, adjoints, donc vous avez F qui est adjoint à gauche de G, il y a un endofoncteur de la catégorie A. Donc ici c'est un homme sur B et ici c'est un homme sur A. Et il y a un endofoncteur de la catégorie A qui est naturellement obtenu en composant G avec F. Alors il y a cet endofoncteur, il vérifie la propriété qu'on a une relation entre le carré de ce foncteur, G rond F composé avec G rond F, et le foncteur lui-même. Et cette relation, elle vient du fait qu'on a une counité. Cette counité, elle vous donne une flèche de F rongée vers l'identité. Et cette flèche, elle est obtenue simplement en jouant avec l'adjonction avec l'identité. Et ça, c'est ce qu'on appelle une monade. Le co de comonade n'a rien d'effrayant. Il suffit de changer les catégories dans les catégories opposées. Donc il n'y a vraiment strictement pas à être effrayé du co. Dans le cadre des topos, c'est très important et ça vaut la peine de le savoir. J'ai recopié simplement 2 phrases dans le bouquin précédent. Ce qui est important, c'est que tout morphisme géométrique, il est composé comme d'une surjection, si vous voulez, d'un épimorphisme avec une inclusion. Et pour construire la surjection, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser la catégorie d'Eilenberg-Moore pour une comonade. Donc c'est toujours comonade là, toujours comonade. Et cette comonade, elle est obtenue elle est naturelle, puisqu'on sait bien qu'un morphisme géométrique dans le cadre des topos, il est donné par un couple de foncteurs adjoints. Donc il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Ce qui est apparu après, c'est que les gens se sont posé la question abstraite de savoir quand est-ce que une monade ou une comonade, peu importe, provenait d'une adjonction. Et donc c'était une question très naturelle, puisqu'on savait construire des monades avec des adjonctions, donc c'était très naturel de se poser la question réciproque. Et elle a été résolue la même année, presque en même temps, en 1965. Et alors ce qui est marrant, c'est que les deux solutions sont les deux extrêmes. C'est-à-dire la solution de Kleisli, c'est la plus petite solution, et la solution d'Eilenberg-Moore, c'est la plus grande solution. C'est un objet initial, un objet final, parmi les solutions possibles. Donc bon, tout ça c'est très abstrait, mais on va le voir à l'œuvre dans ce cas concret qui nous intéresse. Donc dans ce cas concret qui nous intéresse, bon, il faut qu'on sache un peu ce que sont les axiomes d'une comonade. Alors là, les diagrammes sont lâchés. Hein. Bon, donc voilà. Donc ici, on a le premier diagramme, c'est-à-dire que la comonade, elle donne
une transformation naturelle entre le foncteur perp de x et puis l'itérer 2 fois. Et ce qu'on écrit ici, c'est la co-associativité. Cette co-associativité, on a 2 chemins pour aller dans le coproduit de 3. Ces 2 chemins consistent à partir du coproduit et puis à appliquer la fonctorialité en appliquant delta x. Donc, en fait, on applique 2 fois le coproduit. Et ici, on applique d'abord le coproduit et on applique la fonctorialité, mais pour l'objet perp x. Donc, on a 2 chemins pour aller là-dedans. On va voir ce qu'il donne dans un cas concret. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'axiome de la co-unité. Alors, ça dit qu'on a les règles usuelles pour la co-unité. Bon, alors, il faut s'habituer un petit peu à ces dérivés, mais ils n'ont rien de trop effrayant. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que dans notre cas concret, de la catégorie B-mode, on va voir qu'on a une comonade complètement naturelle, mais qui serait encore présente si on avait une catégorie additive, semi-additive. Donc, si on regarde la catégorie B-mode qui nous intéresse, on va voir quelle est la comonade naturelle dessus. Bon, alors qu'est-ce que ça va être, cette comonade ? Je vais essayer de la donner, puis après on regardera dans les notes. Mais en gros, si on a un objet, vous voyez, si vous avez un objet de la catégorie, vous pouvez lui associer de manière stupide un autre objet. Vous pouvez associer à tout A l'objet perp de A, qui est simplement A au carré. Alors ça, c'est soit A croix A, soit A plus A, enfin c'est la même chose, puisque le produit et le coproduit est le même. Bon, ben, donc mais on va y penser comme A croix A. On va penser comme les couples d'éléments. Bon. Donc c'est ça l'endofoncteur. Bon, c'est un endofoncteur de manière évidente. Bon, alors c'est un foncteur parce que si je prends un morphisme qui va de A dans B, je peux mettre ce morphisme sur les 2 composantes. D'accord ? Donc c'est bien un foncteur. Bon, et maintenant ce qu'on veut, c'est avoir un coproduit. C'est-à-dire, on va avoir un delta A, qui doit aller, lui, de perp de A vers perp de A. D'accord. Donc c'est ça qu'on va avoir. On va avoir un bidule comme ça. Alors un élément de perp A, il est donné par un couple XY. Bon. Et donc à un couple XY, je dois associer un élément de perp. Bon. Alors qu'est-ce que c'est que cet élément de perp? Ben, ça va être XY et YX. Ouais, pour le moment, je n'ai pas utilisé grande structure. J'ai simplement utilisé... Alors, exercice, on va le faire hein, pour se remettre un peu en condition. Exercice, c'est démontrer qu'on a bien la commutativité du diagramme qui est là-haut. D'accord ? Alors, ce que je prétends, c'est que les 2 composés, les 2 flèches différentes, elles vont me donner toutes les 2 l'élément XY, YX, virgule, YX, XY. Alors, pratiquement de l'avoir dit, ça fait la démonstration. Je veux dire, il va y avoir... En gros, il y a 2 manières d'obtenir ça. Il y a la manière de shifter ici, ou il y a la manière d'appliquer le shift composante par composante. Et donc, ça marche bien. Vous voyez bien que ça marche. Alors, vous voyez un peu l'énorme généralité de cette comonade. C'est incroyable, on n'a rien utilisé pratiquement. Hein. Pour le moment, je n'ai rien utilisé. J'ai simplement utilisé le fait que les éléments du produit, c'était des couples. C'est tout ce que j'ai utilisé. Hein. Donc cette comonade, elle existe dans une généralité formidable. Quelle est la co-unité ? La co-unité, ça doit être un morphisme epsilon x, je ne sais plus où il est, qui va de perp x, de perp A vers A. Bon, et qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la première projection, P1. C'est associé à un couple XY, l'élément X. Même chose, j'ai rien utilisé là, rien du tout. Alors, exercice, donc, c'est vérifier que vous avez bien une comonade. Mais là, je n'ai même pas utilisé le fait que j'avais une catégorie semi-additive. J'ai utilisé simplement le fait que le produit, comment étaient décrits les éléments du produit. D'accord ? Là où on va utiliser le fait qu'on a une catégorie additive, c'est quand on va calculer la catégorie de Kleisli. De ça.
Alors, ce que je dis, c'est qu'on a cet endofoncteur qui vaut A carré. On a la counité qui est donnée par la projection P1. Bon, alors, il faudrait vérifier que la projection P1, elle fait commiter ce diagramme, mais c'est à peu près évident, hein, parce que c'est pareil, on regarde ce qui se passe. C'est toujours la première composante dans les deux, donc ça marche. Et on a le coproduit qui est donné par cette formule. Voilà. Donc, c'est ce qu'on dit. Okay. Donc ça définit une comonade. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va calculer, pour cette comonade, on va calculer la catégorie de Kleisli. Alors comment est-ce qu'elle est définie, la catégorie de Kleisli, lorsqu'on a une comonade? Elle est définie parce que les objets sont les mêmes, on ne change pas les objets, on change simplement les morphismes. Et que sont les nouveaux morphismes? Les nouveaux morphismes, c'est simplement homme, dans l'ancienne catégorie, de l'image par l'endofoncteur et de B. C'est tout. C'est la seule chose qu'on fait. C'est très très simple. Alors vous voyez bien que dans notre cas, ça colle parfaitement parce que perp A, c'est A fois A. Mais je sais que A fois A, c'est aussi le coproduit de A et A. Et c'est là que j'utilise le fait que comme c'est le coproduit de A et A, en fait, un élément de homme de perp A et de B, c'est deux morphismes de A dans B. Donc là, j'utilise le fait que la catégorie, elle est semi-additive. Avant, je ne l'utilise pas. D'accord? Avant, je ne l'utilise pas. Voilà. Donc, on sait que c'est comme ça. Alors maintenant, comment est définie la composition dans la catégorie de Kleisli? Elle est définie de la manière suivante, en général. Hein. Comment on définit la composition? Attendez, il faudrait que je vous donne la formule générale. Comment on définit la composition? C'est facile à voir ici. C'est-à-dire que, en fait, comme c'est homme de perp A et de B, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pouvoir le composer avec un élément de homme de perp B et de C. Donc, on voudrait pouvoir composer ça avec un élément de... Donc, il faut élever l'élément qui est dans homme, le premier qui est dans homme de perp A et de B, il faut l'élever en un élément qui puisse se composer avec celui-là. Donc, il faut faire du perp. Il faut appliquer la fonctorialité, il faut faire du perp, et on obtient, à partir de ça, on obtient bien un élément de homme de perp de A et de perp B, qu'on peut composer avec celui-là. Bon. Alors après, il faut relier perp A et ça, mais ça, c'est exactement la comonade. Donc on voit comment le coproduit est défini. Hein. Tout ça, c'est très très simple. Alors, petite amusette de calcul. On fait le calcul ici, on regarde ce que donne perp de phi, qui va là, etc. Et alors, c'est là qu'on utilise le fait que la catégorie est semi-additive pour avoir la formule qui donne la composition. Cette formule, elle fait intervenir l'addition. Elle fait intervenir f de x plus g de y et f de y plus g de x. C'est parce que là, on a utilisé le fait qu'on avait la somme pour identifier le produit et le coproduit. Donc ça marche. Et si on... Bon, je ne le fais pas, c'est dans les notes, donc il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté à démontrer que lorsqu'on fait le calcul, on obtient bien la composition dans B mod 2. Qu'est-ce que ça aurait pu être d'autre, hein? Je veux dire, dans ces cas-là, on peut dormir tranquille parce qu'on sait que ce serait vraiment étonnant qu'on ait inventé une autre formule que la composition dans B mod 2. Donc tout ça, ça va bien. Et on a retrouvé donc la catégorie qu'on avait construite à la main en pensant aux différences f-g. On la retrouve comme une catégorie de Kleisli pour une comonade très très naturelle, d'accord, qui est la comonade de départ. Je ne sais pas d'ailleurs dans quelle généralité elle existe, cette comonade. Je pense qu'il suffirait d'avoir des produits ou quelque chose comme ça, mais bon, je ne sais pas exactement. OK, donc voilà la situation. Alors, et maintenant, c'est ça qui est formidable dans la construction d'Allenberg-Moore, c'est que dans cette construction, la nouvelle catégorie qu'on construit, elle n'est pas du tout aussi simple et naïve que la catégorie de Kleisli. C'est une catégorie qui est formée des cogèbres dans la comonade. Oubliez les co. Hein. C'est comme si on parlait... Je veux dire, naturellement, quand on a une monade, on regarde les algèbres dans la monade. C'est très naturel de regarder les algèbres parce qu'on a exactement ce qu'il faut pour définir la notion d'algèbre. Donc ici, on transpose tout ça et on regarde les cogèbres dans cette comonade perp. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner, ces cogèbres? Ça va nous donner... qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une cogèbre? Ça veut dire qu'on a un coproduit qui va de x dans perp x, je l'appelle alpha, et que ce coproduit, il est co-associatif. La co-associativité, c'est la commutativité de ce diagramme-là. Et on a une co-unité, et cette co-unité, je veux dire, on a cette propriété-là. D'accord ? Alors, que dit ce diagramme dans notre cas, dans le cas qui nous intéresse? Il nous dit qu'on doit avoir une application
qui va de x, qui va de A, puisque nos objets on les appelle A, qui va de A dans A croix A. Donc je cherche une application qui va de A dans A croix A. Bon. Cette application, elle doit vérifier la commutativité du diagramme qui est là. Mais souvenez-vous que la counité ici, c'est la projection P1. Et ça doit donner l'identité. Donc, une application qui va de A dans A croix A, elle est donnée par un couple d'applications. Donc, en fait, j'ai deux applications. Si vous voulez, j'ai U et V. C'est deux applications qui vont de A dans A. Avec U de A dans A et V de A dans A, bien sûr. Parce que c'est un produit. V de A dans A. Bon. Mais que dit le fait que quand je compose avec la première projection, j'obtiens l'identité? Ça me dit que U, c'est l'identité. Et l'autre, je vais l'appeler sigma. Donc, en fait, mon couple, c'est l'identité et sigma. Donc j'ai une application, c'est ça mon inconnu, qui va de A dans A. D'accord? Donc c'est ça mon inconnu, c'est une application sigma qui va de A dans A. Alors maintenant, il faut que j'écrive la coassociativité. Quand j'écris la coassociativité, on doit faire la commutativité du diagramme. Le premier, c'est-à-dire l'application de delta x, ça va me donner, d'après la définition du coproduit que j'avais ici, ça va me donner x sigma de xx. Bon. Et le deuxième, qui est perp de alpha de mon application, appliqué à alpha de x, ça va me donner x sigma de x, mais sigma de x, sigma carré de x, parce que j'applique à nouveau le sigma. Donc vous voyez que pour que ça soit une cogèbre, il suffit que sigma carré soit l'identité. D'accord? C'est-à-dire que sigma soit une involution. La réciproque est immédiate. Donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient exactement la catégorie des modules, des B-modules, avec involution. Ça paraît absolument... mais je veux dire, c'est extrêmement simple. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on prenait des couples de morphismes, en fait, on pensait secrètement au carré et à l'involution qui échange les deux copies. Et vous remarquerez bien que dans toutes les formules que j'avais écrites avant, je considérais comme nuls les éléments qui étaient invariants par l'échange. Et donc ici, ça va avoir un sens. Voilà. Donc en fait, la catégorie qu'on obtient, c'est une catégorie qui en fait avait déjà été introduite, qui a été regardée depuis par pas mal de gens, mais je pense que la référence la plus ancienne, elle est due à Stéphane Gobert dans sa thèse. Thèse qui est très difficile à trouver. C'est toujours pareil avec les thèses, je veux dire. Donc il avait une théorie des systèmes linéaires dans les diodes. Donc c'est une thèse dans laquelle il introduisait l'involution comme étant le signe moins. Hein? C'est incroyable à quel point, justement, dans cette théorie, il y a énormément de choses qui proviennent des gens qui font des choses très, très utiles, pas seulement en maths, mais je veux dire dans toutes sortes d'applications. Et donc, cette catégorie B mod S, c'est simplement la catégorie des B-modules dotés d'une involution. Comme on est savant, on peut la dire d'une autre manière. On peut la dire comme étant la catégorie B-mode dans le topos des ensembles munis d'une involution. Alors, vous me direz, bon, quel langage savant. Mais qu'est-ce que ça nous donne, ça? Ça nous donne immédiatement une kyrielle de propriétés, puisque ça nous dit que toutes les propriétés qu'on avait pour B-mode, elles vont continuer à être vraies pour B-mode S. Or, pour B-mode, il était évident que tout morphisme s'écrivait comme la composition d'un épimorphisme avec un monomorphisme, puisque les épimorphismes, c'était les applications surjectives. On surjecte sur l'image et puis on injecte dans... Donc ici, maintenant, on a déjà gagné par rapport à la catégorie B-mode 2, qui n'avait pas de factorisation en monomorphisme composé avec épimorphisme. On l'a pour rien du tout. D'accord. Donc, alors, comment est-ce que la catégorie B-mode 2 se plonge, parce que ça on le sait, que la catégorie de Kleisli c'est la plus petite, donc elle se plonge toujours dans la catégorie plus grande, dans la catégorie de Allen-Bermour. Donc comment est-ce que B-mode 2 s'envoie comme sous-catégorie pleine de B-mode S? C'est un petit calcul, mais en fait c'était comme ça qu'on l'avait trouvé d'ailleurs avec Katia. On avait trouvé B-mode S en disant le foncteur de tout à l'heure, qui était associé à un sous-objet, il n'était pas représentable. Donc on s'était dit avec Katia, mais c'est pas possible. Quand un foncteur n'est pas représentable, on le représente. Et en faisant cela, en fait, on a trouvé B-mode S. Et non seulement ça, mais on a trouvé comment il fallait le construire. Et ça va donner l'application qui plonge B-mode 2 dans B-mode S. Comment est-ce qu'elle est obtenue, cette application?
elle est obtenue simplement par Yoneda. C'est pour ça qu'on l'appelle YB, ce foncteur. C'est-à-dire que si on a un élément un B module, simplement, on va lui associer un élément de B mod S simplement en prenant homme sur B mod 2 de B et de N. Mais vous vous souvenez que j'avais calculé les automorphismes d'un B module et qu'on avait vu que les automorphismes d'un B module, ce n'est pas seulement les automorphismes les automorphismes d'un B mod 2. On avait calculé hot B mod 2, B mod 2 d'un B module A quelconque. On avait vu que c'était un produit semi-direct par les décompositions en somme et les automorphismes ordinaires. Si on applique ça au B module B, on obtient qu'il a un groupe d'automorphismes non trivial qui est d'ordre 2. Et c'est ça qui donne l'involution. Donc en fait, on l'avait retrouvé comme ça. Donc vous voyez qu'à partir de Yoneda et à partir de petites considérations, on s'aperçoit que non seulement un objet correspond à un objet qui est simplement son carré avec l'involution qui est évidente, mais aussi à un morphisme correspond à un morphisme qui va du carré, vers l'autre, et qui est donné cette fois par f de x plus g de y, f de y plus g de x. Alors, quel est l'énorme avantage? L'énorme avantage, c'est que ce que j'avais appelé tout à l'heure les cycles et les bords, c'est simplement l'image et le noyau. C'est l'image au sens où je regarde l'image naïve, et c'est le noyau au sens où je regarde les éléments qui sont diagonaux, c'est-à-dire qui sont invariants par sigma. Or, comme sigma, c'est le signe moins, c'est les éléments nuls. C'est les éléments nuls. Bon. Donc tout ça est très simple, tout ça est très très simple, ça se déroule. Mais alors maintenant, ce qui est formidable, c'est que maintenant, on a un module qui signifie le quotient et qui représente ce foncteur f qui allait de B mod 2 vers B mod. Maintenant, il est représentable. Et par quoi est-il représentable? Il est représentable exactement par le conoyau qu'on avait introduit au tout début lorsqu'on voulait démontrer les propriétés AB1 et AB2. C'est-à-dire, le foncteur, il est défini comme les couples de morphismes qui coïncident sur le sous-module. Mais en fait, si on regarde l'inclusion de n dans M, on a un conoyau. Ce conoyau, il avait été défini par un coégalisateur. C'était le coégalisateur des deux applications qui allaient de n dans M croix M, qui était donné par l'application iota 0 et 0 iota. Donc on prend le coégalisateur de ces deux applications. Ça, c'était le conoyau. Et il se fait que ce conoyau, ce n'est pas un carré, mais il a une involution. Et lorsqu'on prend cet objet de B mod S, il représente le foncteur. Donc voilà l'énoncé. Et ça, c'est déjà très très rassurant parce que ça veut dire qu'on a été capable de prendre un quotient alors qu'on n'aurait jamais été capable de prendre ce quotient dans B mod ou dans B mod 2. Ni dans B mod ni dans B mod 2, il était possible de prendre ce quotient. Évidemment, quand on veut faire de la cohomologie, il faut au moins savoir prendre un quotient. Et on verra que l'axiome principal de Grandis, là, que j'utiliserai la prochaine fois, c'est le fait qu'on a non seulement des quotients, mais on a des sous-quotients et qu'on peut travailler avec les sous-quotients. Donc ça marche bien. Tout ça, ça marche très bien. Et alors, on a bien sûr une monade qui est obtenue en allant en sens inverse dans l'adjonction. Donc, il y a une adjonction qui va entre le foncteur d'oubli. Quand on a la catégorie B mod S, on peut oublier qu'on a une involution. On a un foncteur d'oubli qui va vers la catégorie B mod. Et on a une adjonction entre ce foncteur d'oubli et le foncteur, ce que j'appelle S, qui est le foncteur qui remplace un B module par son carré muni de l'involution évidente. Bon, alors c'est très facile de jouer avec ça, et puis de regarder la monade correspondante. Ce n'est pas la comonade d'avant, c'est une autre monade. Et l'intérêt de cette monade, par rapport à la comonade de tout à l'heure, c'est qu'il y a une notion, donc bon, elle est facile à calculer, je veux dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On regarde, en fait, on a un endofoncteur de B mod S qui va prendre le carré avec l'involution naturelle. Il y a l'unité qui est donnée par cette flèche-là qui remplace un élément petit a du module de départ par a sigma de a, qui est évidemment, on a un morphisme de B mod S puisque ça commute avec sigma, et on a un produit qui est donné par ça. Donc ça va tout seul. Ce qui est important, c'est que dans une monade, il y a une notion d'objet T injectif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont développé la cohomologie pour les monades et qui avaient besoin de ce que c'était qu'une notion d'objet injectif pour une monade ou pour une comonade. Et ce qui est très utile ici, c'est que tout objet est T injectif.
C'est-à-dire que dans la catégorie B mod S, pour cette monade T, tout objet est injectif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un objet est injectif? Ça veut dire qu'il y a une rétraction de la co-unité, de l'unité, pardon. Donc, c'est le fait que, donc, si on regarde la flèche qui remplace un élément x par le couple x sigma de x, donc ça, c'était une flèche qui allait vers qui allait de A vers T de A. Ben, ça, on a une rétraction de ça. Et cette rétraction, elle est donnée par le morphisme qui a x, y associe x plus sigma de y. Bon, alors il se fait que ça toutes les bonnes propriétés, ça commute avec le... Et ça donne bien une rétraction. Bon, on a les bonnes propriétés. Et pourquoi c'est une rétraction? Parce que quand on la compose avec l'unité, on obtient l'identité. Pourquoi on obtient l'identité? À cause de l'idempotence. Donc là, pour une fois, on a utilisé l'idempotence. Okay? Donc le fait que tout objet est injectif, ça utilise l'idempotence. Ça utilise le fait qu'on est en caractéristique 1. Bon, alors ça c'est sympa, et on va l'utiliser bien sûr. On va l'utiliser. Donc, alors maintenant, qu'est-ce que c'est que les noyaux et les conoyaux? Là, c'est beaucoup plus joli. Donc le noyau, c'est simplement l'inverse des éléments nuls. Les éléments nuls, c'est les éléments qui sont fixes par l'involution. L'involution, c'est le signe moins, donc c'est les éléments nuls. Donc le noyau, c'est simplement l'inverse des éléments nuls. Avant, on avait une formule compliquée pour le noyau. On avait ce Z de Fg, et c'était compliqué. Là, c'est simplement l'image inverse des éléments nuls. Qu'est-ce que c'est que le conoyau? Ben, le conoyau, c'est un peu comme on avait les coégalisateurs. On divise par une relation d'équivalence, et la relation d'équivalence, c'est f de b égale f de b', quel que soit f, qui donne la nullité en composant avec h. Vous voyez, donc, c'est la définition évidente du conoyau, mais tel que je l'ai donné, c'est très difficile à calculer. Ce serait vraiment extrêmement difficile à calculer. On va voir comment on calcule. Bon. Donc tout ça, ça se déroule. Maintenant, ça commence à se dérouler bien tout seul, hein, puisqu'on a la notion d'élément nul, on a la notion de noyau, de conoyau, tout ça, ça va bien. Alors, maintenant, il y a un résultat qui est très important, c'est que vous voyez, quand j'avais pris les propriétés AB1 et AB2, j'avais défini un conoyau de manière très pédestre, en regardant le coégalisateur de deux morphismes. Mais maintenant, on voudrait savoir si ce conoyau qui était défini de manière très pédestre est le même que le conoyau dans cette nouvelle catégorie. Alors ça, c'est vrai, mais la démonstration que c'est vrai utilise à fond le fait que tout objet est injectif dans la monade. Donc, ce qui se produit, c'est que ce conoyau de la flèche naturellement associée à F, donc F c'est une application de M dans N, c'est un morphisme, j'avais défini le conoyau comme le coégalisateur de ces deux flèches, minute de l'involution, mais maintenant, le conoyau, regardez dans la catégorie B mod S, c'est le quotient de ça par la relation d'équivalence qui normalement serait prise avec n'importe quel objet de B mod S. Normalement, ici, on ne devrait pas mettre SC, on n'a pas le droit de mettre SC, on devrait mettre n'importe quel objet de B mod S, puisque bien que Sn soit fixé, quand je définissais le conoyau ici, j'avais n'importe quel objet C de B mod S. Alors pourquoi est-ce qu'on peut se limiter aux objets de la forme SC? Ben, c'est précisément parce que tout objet est injectif. C'est-à-dire, on prend un objet, on le regarde allant par l'unité, et comme on a une rétraction, on sait que cette propriété devant être vraie pour cet objet, il suffit de la vérifier pour l'objet S, et tout marche bien. D'accord? Donc ça, c'est un point essentiel, ça. C'est un point essentiel, le fait qu'on peut se limiter aux objets de la forme Sn ou Sc. Comme on sait que l'inclusion de la catégorie B mod 2 dans la catégorie B mod S est un foncteur plein et fidèle, lorsqu'on regarde ce homme, c'est un homme dans la catégorie B mod 2 en fait. Et donc on peut le calculer, on le calcule, et on s'aperçoit que le conoyau, c'est exactement le coégalisateur des deux applications. Donc vous voyez que là, c'était un point crucial parce qu'il aurait pu se faire qu'on ait une retraite à l'infini, c'est-à-dire qu'on n'ait plus le bon conoyau, etc., puis que ça ne s'arrête pas. Mais là, non, ça s'arrête, c'est très bien. On a une catégorie B mod S qui a l'air de marcher. Parce que justement, le conoyau est le bon. Donc ça, c'est un point essentiel, et ça jouera un rôle essentiel dans la suite. Alors, maintenant, la notion naïve d'exactitude, bien sûr, a un sens. Dans B mod S, c'est la notion qui consiste à dire que l'image, au sens naïf, plus les éléments nuls, soit le noyau.
Donc cette notion continue à avoir un sens, mais comme on va voir, en fait, ce n'est pas la bonne notion. Et la vraie notion d'exactitude, c'est une notion complètement catégorique et fonctorielle, qui en fait est contenue dans le bouquin de Grandis, mais qu'on avait aussi retrouvé à la main, mais qui dit la chose suivante, il dit qu'il faut faire comme dans les catégories abéliennes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'image d'un morphisme? Ce n'est pas son image naïve, mais c'est le noyau de son conoyau. Dans une catégorie abélienne, dans le développement des catégories abéliennes, l'image d'un morphisme, c'est le noyau du conoyau. Donc le noyau est défini ainsi, et le conoyau, on a vu comment elle était définie, donc ça a un sens de parler du noyau, du conoyau. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est crucial de faire ça. Et que vaut le noyau? Le noyau, il reste le noyau. Bon. Donc ce qui se produit maintenant, c'est que... Pourquoi ça bougeait tout seul, ça? Peut-être pas que je fais bouger la table, non. Bon. Il y a un esprit qui... il m'indique peut-être où il faut regarder. Oui, alors, donc... alors, on dit qu'une suite est exacte en B si l'image de F définie comme ça, c'est la même chose que le noyau de G. Alors, pourquoi c'est important d'avoir fait ça? C'est important d'avoir fait ça parce que imaginez que vous ayez l'image au sens ordinaire, c'est un sous-module. Mais imaginez que ce sous-module ne puisse jamais être un noyau, ne pourrait jamais avoir l'exactitude. Et c'est pour ça qu'il faut définir l'image correctement comme déjà étant un noyau. Parce qu'à ce moment-là, il y a des chances pour qu'il y ait exactitude. Sinon, il n'y en aurait aucune. Et l'erreur qui était faite avant avec la notion de suite fortement exacte, c'était précisément qu'on obtenait comme ça des modules qui n'avaient aucune chance d'être des noyaux. Et donc la notion, elle n'était pas la bonne. Donc la vraie notion, c'est la notion qui est dérivée directement de l'idée des catégories abéliennes et qui est celle-là. D'accord ? Mais alors maintenant, on se heurte à une énorme difficulté. On se heurte à une énorme difficulté parce que, bon, alors d'abord, c'est des routines de démontrer que chaque fois que vous avez un morphisme, vous avez ça, cette suite exacte courte. Ça, c'est la routine, c'est pour se réveiller un peu. Mais là où c'est plus du tout la routine, c'est que maintenant, la différence entre la notion d'exactitude qu'on avait avant et d'exactitude forte, d'exactitude qu'on a maintenant et celle d'exactitude forte, elle provient de la nuance entre sous-objet et noyau. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un sous-objet qui n'est pas un noyau. Prenez un exemple, l'exemple le plus commun de ça, c'est quand vous prenez la catégorie des groupes. Si vous prenez un groupe non commutatif, vous pouvez très bien avoir un sous-groupe qui n'est pas un noyau. Pourquoi? Parce qu'un noyau, c'est un sous-groupe normal. Donc on dit qu'un objet est normal quand c'est un noyau. Bon. Alors, ce qu'on verra, c'est qu'il y a une propriété qui n'est pas vraie pour la catégorie des groupes, mais qui est merveilleusement vraie dans ce cas, qui est que ce n'est pas vrai en général, que si j'appelle normal un sous-objet qui est noyau, ce n'est pas vrai en général qu'un sous-objet normal d'un objet normal soit encore normal. Exemple, prenez un groupe abélien et prenez son produit semi-direct par un groupe. N'importe quel sous-groupe d'un groupe abélien, c'est un sous-objet normal. Mais pour qu'il soit normal dans le grand groupe, il faut qu'il soit invariant par l'action du groupe. Donc vous voyez que ça ne va pas marcher. Par contre, ce sera vrai ici, et c'est un axiome fondamental de Grandis. Donc on a cette difficulté qui, en fait, au début, elle est vraiment très difficile, c'est déterminer les sous-objets qui sont normaux. Alors, on a démontré donc avec Katia un lemme technique qui nous a demandé énormément de travail avant d'y arriver. On a eu beaucoup de tâtonnements pour arriver à ce lemme, mais c'est un lemme qui détermine de manière concrète, locale, quel est l'objet normal associé à un objet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je n'ai pas le temps, je veux vraiment finir ce que je veux faire aujourd'hui. C'est un lemme très technique, mais qui décrit complètement l'objet normal le plus petit qui contient un objet, par le fait qu'on prend une relation d'équivalence, c'est la relation qui dit que A est équivalent à B, donc on veut savoir si Xi appartient à l'objet normal engendré. On regarde la relation d'équivalence qui dit que A est équivalent à B si Xi plus A est égal à Xi plus B, ça a un sens, et on projette cette relation sur les éléments qui sont fixes par sigma, les éléments nuls, et on prend la classe de 0 là-dedans. La projection de la relation d'équivalence n'est pas elle-même une relation d'équivalence, comme d'habitude. Et on a, si vous voulez, une relation d'équivalence engendrée. Bon, alors ça, en gros, il faut un peu y penser comme quand
on engendre le sous-groupe normal contenant un sous-groupe, mais bon. Donc ça, c'est technique, et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais disons que ce lemme technique, il a un corollaire qui est très important, et ce corollaire, il dit la chose suivante, il dit que si on prend un morphisme qui va de A dans B, et on veut savoir si ce morphisme, il est surjectif au sens où son image, au sens précédent, vaut B. Donc j'ai un morphisme qui va de A dans B, je veux savoir si son image vaut B. Eh bien, en supposant que B soit engendré par les éléments indécomposables, c'est-à-dire en supposant que, vous voyez, ce n'est pas toujours vrai qu'un module est engendré par les éléments autres que 0 qui sont non nuls. Par exemple, si vous prenez ce module-là, ben vous voyez bien que c'est un ensemble totalement ordonné. Le seul élément indécomposable, c'est cet élément 1, et les autres éléments ne sont pas engendrés par ce module correspondant. Par contre, si je prends par exemple un module comme ça, ou si vous regardez la table qu'on avait tout à l'heure, il y en a un stock qui sont engendrés par les éléments minimaux. Et ça jouera un rôle. Alors, s'ils sont engendrés par les éléments minimaux, à ce moment-là, comment ça, au sens des sup, au sens de l'addition. L'addition, c'est le sup. Donc, dans ce cas-là, on démontre, mais ce n'est pas trivial, que dire que l'image vaut B, c'est exactement la même chose qu'au sens fort, c'est-à-dire, ça dit que l'image ordinaire plus les éléments nuls est égale à B. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que, je veux dire, je n'ai pas le temps. Alors, de même, on a une détermination du quotient. Je vous avais dit tout à l'heure que c'était en général très difficile de savoir comment calculer un conoyau. Comment calculer un conoyau? En général, c'est très difficile puisqu'il faut prendre toutes les applications H telles que, etc., etc. Alors ici, on a calculé le conoyau en général, et ce que dit le lemme, il dit que le conoyau, c'est la projection sur les éléments nuls sur le sous-module, et en général, on prend la plus petite relation d'équivalence dans le complémentaire qui dit ça, qui dit que xi plus u est équivalent à xi plus v, chaque fois que les projections de u et la projection de v sont les mêmes dans E. En fait, en gros, si vous voulez, la relation de congruence, c'est la plus petite relation de congruence compatible avec l'addition et qui coïncide avec la projection sur le noyau, sur le E. Donc ça, tout ça, ça roule, mais c'est fondamental dans les calculs. C'est absolument fondamental dans les calculs. Bon. Alors, le point important maintenant, et c'est pour ça que je ne veux pas trop traîner là-dessus, ces deux lemmes, ils nous ont demandé un temps absolument considérable, c'est-à-dire on a calculé des dizaines d'exemples, puis on a fini par démontrer ça. Et ça aide dans les calculs. Mais la vraie compréhension conceptuelle, c'est l'analogie hilbertienne. Et on va voir en particulier que le plus petit module normal contenant un E, c'est son biorthogonal. Ce qui ne peut pas être mieux. C'est-à-dire, c'est sa fermeture, si vous voulez, au sens hilbertien. C'est-à-dire, on va prendre l'orthogonal de l'orthogonal, ça va nous donner le plus petit module engendré. Et ça, avec l'ordinateur, ça se calcule comme rien. C'est-à-dire, avec l'ordinateur, on calcule l'orthogonal, on calcule le biorthogonal, et pof, on a le module engendré. Donc, au niveau calculatoire, c'est formidable d'avoir ça. Alors, comment on fait? On avait défini un accouplement bien sûr, entre un module et son dual. Cela ne change pas. Mais comme on a l'involution sigma, on peut en faire un élément pas de B, mais de SB. Vous voyez, quand on regarde l'accouplement, alors ici, j'ai mis Y de sigma de X, mais il y a aussi un sigma sur le dual. J'aurais pu appeler ça sigma de Y de X, ça aurait été exactement pareil. Donc vous voyez qu'on a une dualité, on a un dual, c'est le même, il ne change pas, c'est le même que le dual du B-module sous-jacent, mais l'accouplement, lui, on va le rendre plus intéressant en utilisant le sigma, et on a donc un accouplement qui a valeur dans SB. Qu'est-ce que c'est que SB? C'est stupide, hein, c'est deux copies de B, enfin je veux dire, c'est bon. Donc c'est B croix B. Voilà. Donc voilà l'accouplement. Sigma, c'est l'involution. On est paresseux, on ne met pas d'indice à l'involution, parce que c'est toujours compris. Donc il y aura des sigmas partout, mais il n'y a pas besoin de mettre un indice, ça alourdirait énormément si on en mettait. Donc voilà ce qu'on fait. Alors maintenant, on définit l'orthogonale d'un sous-objet, d'un objet F, par la formule usuelle, c'est-à-dire on suppose que c'est l'ensemble des éléments du dual qui ont la propriété que le produit scalaire est nul. Dire qu'il est nul, ça veut dire qu'il est symétrique dans SB. D'accord. Donc c'est la définition naturelle du dual. Alors maintenant, on a une proposition. La proposition dit que précisément l'image, donc la fermeture normale, si vous voulez, d'un sous-objet, c'est exactement le biorthogonal, l'orthogonal de l'orthogonal. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ça permet de penser
aux sous-objets normaux comme les fermés. D'accord? C'est les fermés, hein, c'est l'orthogonale. Et ça, on ne se trompe pas en y pensant comme des fermés. Bon, donc c'est déjà ça. Bon. Deuxième chose très importante, c'est qu'on a l'adjoint, et on a la même formule qu'on a dans le cas ordinaire, c'est-à-dire qu'on a que le conoyau, que le dual du conoyau, c'est le noyau de phi star. Alors pourquoi c'est très intéressant ça? Parce que le noyau, c'est toujours trivial à calculer. Le conoyau, c'est impossible à calculer. Or, j'avais un théorème de bidualité qui vous montrait que vous pouviez retrouver le module en fonction de son dual. Donc c'est formidable, parce que ça veut dire que maintenant, si on veut calculer le conoyau, ce qui était très difficile, eh bien en fait, on regarde le dual du conoyau, c'est le noyau de l'adjoint, tac, ça marche. Donc on contrôle ce qui se passe. On commence à contrôler ce qui se passe avec cette analogie hilbertienne. Bon. Alors ça, c'est le début. Et là où les choses commencent vraiment à se corser, c'est la notion de support. Vous savez que quand on travaille avec les opérateurs dans l'espace de Hilbert, c'est crucial qu'on puisse décomposer tout opérateur en étant la composition de la projection orthogonale sur ce qu'on appelle son support. Son support, c'est l'orthogonale du noyau, avec la restriction de l'opérateur à son support. Et la restriction de l'opérateur à son support, elle a la propriété que pratiquement, si on la regarde comme application du support vers l'image, elle est pratiquement inversible. Si son image était fermée, elle serait inversible. Alors ici, on va voir exactement la même chose. Et alors, le support, en fait, il est défini par une formule kabbalistique ici, mais on verra que cette formule kabbalistique, en fait, elle se comprend très bien en termes de l'image du dual. Mais bon, elle est quand même très simple à définir ici. Donc, qu'est-ce que c'est que le support? C'est l'ensemble des éléments de la source, du domaine de l'application, qui ont la propriété que, en gros, c'est le plus grand élément parmi les éléments qui sont plus petits que son image. Donc, ça veut dire que si j'ai f de y est inférieur ou égal à f de z, ça implique que y soit inférieur ou égal à z. Bon. Alors, vous voyez bien que là, on est dans un cadre fini. Je ne vais pas me préoccuper de prendre des sup et d'être dans des trucs complets, tout ça. C'est algébrique ce qui se passe. Donc, je me place dans le cas avec des B-modules finis, hein, pour pas avoir des complications qui ne serviraient à rien. Donc, voici. Donc, je suis dans le cas des objets finis. Donc, voilà le support. Alors, la première chose, c'est que S n'est pas un sous-module. Mais si je regarde l'ordre induit par F sur S, c'est un B-module. C'est subtil, ça. Hein. Et ça veut dire, par exemple, que S, il ne contient pas 0, mais il contient un plus petit élément. Et si je regarde l'ordre induit, il y a un sup. Donc, c'est bien un B-module. Mais ce n'est pas un sous-B-module. Bon, première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je vais définir un projecteur orthogonal sur le support. Et ce projecteur orthogonal, ça va être le inf des éléments de S. Alors le inf, il va exister dans S, qui sont tels qu'ils sont plus grands ou égaux à xi. Alors ça définit un morphisme surjectif qui appartient, qui est vraiment un morphisme, et qui va de f dans S. S étant muni de l'ordre induit. Bon. Donc on a ça, on a ce projecteur orthogonal. On a que la restriction de f à S est un morphisme injectif, donc c'est vraiment le support. Okay. Et il appartient à homme B de S et de G, donc c'est vraiment un morphisme qui va dans G. On a la décomposition en composition de la restriction au support avec la projection orthogonale. Donc ça, c'est vrai encore. Bon. On a la chose suivante maintenant, c'est que on a que, si on prend... bon, je vous rappelle qu'on avait une identification qui était monotone décroissante entre un objet et son dual, qui était donné par cette propriété. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'on peut maintenant comparer le S avec l'image de F étoile. Je vous rappelle que dans l'espace de Hilbert, le support, c'est exactement l'image de l'adjoint. Alors ici, comme on a une identification entre l'espace et son dual, mais qui est antimonotone, eh bien en fait, on a cette propriété, c'est-à-dire on a le fait que S chapeau, c'est exactement l'image de F étoile. Bon. Donc en particulier, ça nous dit que la relation d'équivalence qui dit que F prend la même valeur, F de xi égale F de eta, c'est exactement dire que la projection orthogonale prend la même valeur. Et ça joue un rôle extrêmement important. Bon, alors maintenant, en présence d'une involution sigma, tout ça, ça continue à rester vrai, il n'y a strictement aucun problème. Mais
ce qui est nouveau maintenant en présence d'une évolution, c'est que le noyau, c'est exactement l'orthogonale du support. Et ça, c'est formidable parce qu'à nouveau, c'est exactement ce qui se passe dans l'espace de Hilbert. Donc, on a toutes ces propriétés qui sont l'analogue parfait de ce qui se passe dans l'espace de Hilbert. Et à partir de ces propriétés, en utilisant toutes ces propriétés, on a démontré avec Katia qu'on avait une relation entre la nullité du noyau et l'injectivité. Alors évidemment, on ne peut pas avoir l'injectivité au sens ordinaire, puisque je peux prendre sigma vaut l'identité. Si je prends sigma qui vaut l'identité, tous les éléments seront nuls, donc j'aurai strictement aucune information sur rien à partir du noyau et tout ça. Donc il faut définir une notion de sigma-injectivité. La sigma-injectivité, c'est le fait que c'est injectif sur les fibres qui projettent sur les éléments nuls. Bon, ça, c'est la notion évidente. Si tous les éléments étaient nuls, j'aurais aucune... Bon. Donc, je veux dire, l'injectivité, ça signifierait que sur un point, c'est injectif, ce qui n'a aucune propriété. Donc, alors, le théorème qu'on a démontré et qui utilise tout le micmac précédent, c'est que si on prend un objet fini dans B mod S, et on suppose que son dual est engendré par les éléments minimaux. Alors ça, c'est une propriété qui revient à dire, lorsqu'on réfléchit correctement, avec l'analogie avec les idéaux, ça revient à dire que le radical est trivial. Donc c'est des éléments semi-simples. Parce que les idéaux correspondent au dual, et ça revient à dire que c'est semi-simple. Donc ce qu'on démontre, c'est que dire que c'est sigma injectif, c'est équivalent à dire que le noyau est nul. Alors ça, c'est très très satisfaisant, parce qu'a priori, le noyau, c'était quelque chose de bizarre. Et un corollaire de ça, c'est que si on prend un objet fini de B-mode, on suppose qu'il est semi-simple, et bien à ce moment-là, si on prend n'importe quel morphisme, on n'a plus besoin de parler de sigma-injectivité. Si on prend n'importe quel morphisme qui va de Sn vers M, n'importe quel objet de M, l'injectivité est équivalente au fait que le noyau est nul. Donc tout ça, ça met les choses en place. C'est des outils très techniques qui utilisent tout ce qui est développé précédemment. Et donc je termine en vous donnant une image, mais elle sera complète seulement la prochaine fois. Hein. Donc on est passé de la catégorie B-mode à la catégorie B-mode 2 en prenant les couples de morphismes, c'était nécessaire. On a vu que la catégorie B-mode 2, elle avait pas mal de défauts. Elle avait par exemple le défaut qu'on n'avait pas mono-épi, qu'on n'avait pas le quotient. Et on est passé à la catégorie B-mode S. La catégorie B-mode S, elle a la notion d'objet nul. Et ce qu'on va voir donc la prochaine fois, c'est qu'elle tombe pile dans ce bouquin, donc on s'est procuré avec Katia. Et ce qui est extraordinaire, c'est que celui qui l'a écrit, c'était le prof de Katia quand elle était à Gênes. Donc, on va tomber pile dans les axiomes de ce bouquin. Et ça va nous donner toute une théorie qui existe, hein, qui a été développée par Grandis, et en particulier la théorie des foncteurs dérivés, des suites spectrales, etc., et avec les foncteurs dérivés étant définis par des extensions de Kahn. La question qu'on avait, bien sûr, c'est est-ce qu'on obtient un foncteur ext non trivial? Et donc, la prochaine fois, je montrerai comment la théorie se développe, je montrerai pourquoi on a les axiomes de Grandis, et on calculera ext dans le cas le plus simple possible, et on verra que ext est non trivial. C'est-à-dire qu'on verra que le ext de certains modules finis, hein, je veux dire, qui ne sont évidemment pas injectifs, ni projectifs, ou quoi que ce soit, va être non trivial. Donc ça veut dire qu'il y a une théorie très raffinée, en fait. Cette catégorie est incroyablement simple, mais il y a une théorie extrêmement raffinée de l'homologie qui est associée à cette catégorie. Et donc, je termine en vous montrant la page. C'est un peu flou, hein, mais alors, c'est un bouquin, c'est important, j'expliquerai la prochaine fois. C'est très important au niveau, comment dire, un peu des développements en mathématiques, parce que, en gros, les développements des gens qui ont essayé d'étendre l'algèbre homologique, ils ont toujours pratiquement travaillé avec des catégories additives. En particulier, il y a un très bel article de Bühler qui est très important, mais qui utilise le fait que la catégorie est additive. Donc, bon, si on travaille bien sûr pour les motifs, c'est normal d'avoir des catégories additives. Dans le cas qui nous intéresse, on n'est pas du tout dans le cas d'une catégorie additive. On est à l'orthogonale totale d'une catégorie additive. Or, il se fait que la motivation de Grandis, c'était la suivante, c'était quand on fait de la théorie de l'homotopie instable. Il y a de l'algèbre homologique qu'on peut développer, etc. Mais l'algèbre homologique ordinaire ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand on descend au pi1 ou au pi0, on a des groupes non commutatifs, etc. Et donc, quand on fait des tours de Postnikov et tout ça, ça devient
ça devient incontrôlable, à moins qu'on ait une théorie homologique correcte qui soit derrière et qui sous-tende tout ça. Et c'est ça qu'il a développé. Donc c'est ça qu'il a développé. Et en gros, les chemins se sont séparés en deux voies. Il y a eu un tas de gens qui ont développé une théorie homologique générale dans le cadre additif. Et il y a lui, et relativement peu de gens qui ont développé cette théorie dans le cadre d'une théorie pas du tout additive. Et il a réussi, dans son livre, à dégager les axiomes pour faire de l'homologie, qu'il appelle une catégorie homologique. Le titre de son livre, c'est Homological Algebra, donc c'est algèbre homologique. Donc il a réussi à dégager des axiomes, EX0, EX1, EX2, EX3, qui sont les axiomes qu'il faut avoir pour avoir les sous-quotients. Alors, ce qui n'a pas été fait, et je pense que ce serait une thèse formidable à faire pour développer ça, c'est que ça n'a pas été mis avec la construction Q de Cullen. C'est-à-dire, je vous rappelle que Cullen a fait, dans le cadre des catégories, ce qu'on appelle des catégories exactes, mais c'est des catégories additives quand même. C'est-à-dire, c'est des catégories dans lesquelles on sélectionne une certaine classe de suites exactes courtes, qu'on appelle des suites noyau-conoyau. Elles joueront un rôle ici aussi. Et la construction Q de Cullen, c'est une construction qui consiste à changer les morphismes dans la catégorie et à la remplacer par des sous-quotients. C'est-à-dire, en gros, les nouveaux morphismes dans la catégorie QA, c'est donné par un sous-quotient, c'est-à-dire une application qui a un épimorphisme distingué, composé avec un monomorphisme distingué. Et ce que fait Cullen après, c'est qu'il définit la catégorie algébrique, dans ce cadre, comme étant les PN du classifiant de la catégorie QA. Donc ici, il y a un tapis formidable à faire parce que des axiomes de Grandis, en gros, ce sont des axiomes qui permettent précisément de définir ces morphismes étendus qui sont les sous-quotients. Parce que pour développer la théorie homologique, on a besoin de développer les sous-quotients. Pourquoi ? Parce que quand on prend un complexe, etc., et on est forcé de prendre des sous-quotients. On peut pas, si on n'avait pas des sous-quotients, on ne pourrait pas travailler. Si on était avec B mode ou B mode 2, tout ça, on ne pourrait pas travailler. On n'aurait pas de sous-quotients, on n'aurait rien. Donc, Grandis a développé tout ça. Et avec Katia, donc, on s'est aperçu que la catégorie B mod S satisfaisait exactement ces axiomes, et juste à la limite. C'est-à-dire que, après, il se simplifie un peu trop la vie en supposant que la catégorie est modulaire, et ça, on ne veut pas le faire, bien sûr. Donc, le programme la prochaine fois, c'est dans la première heure, j'expliquerai pourquoi la catégorie B mod S est une catégorie homologique au sens de Grandis. Et dans la deuxième heure, j'expliquerai comment on calcule les extensions de Kahn et les foncteurs dérivés et pourquoi le foncteur X est non trivial. Donc en fait, le cours, il a pris existence au mois de novembre quand on a démontré que X était non trivial. J'espère que la démonstration est correcte, on verra. Malheureusement, le cours cette année n'est pas un cours qui va à la vitesse ordinaire. Normalement, si j'avais fait mon cours de manière ordinaire, ce que j'expose dans ces deux cours aurait été exposé sur toute la longueur. Et donc j'aurais fait, je ne veux pas faire croire que tous mes cours ont été faits comme ça, je veux dire, j'aurais fait toutes les démonstrations, et donc elles seraient passées au peigne fin de l'expérience qui consiste à démontrer quelque chose quand on est au tableau et qui permet de détecter des erreurs. Alors bon, là c'est beaucoup plus difficile, parce que je vous demande de me faire confiance. D'un autre côté, dans ce que j'ai expliqué, il y a beaucoup de vérifications qui sont des vérifications de routine et qui seraient barbantes. Je veux dire, ce serait du homme. Hein. Et ce qui est important, je pense, c'est de vous donner le sentiment que, ça a l'air d'être vrai, quoi. Mais d'accord ? Voilà. On va s'arrêter là.